Alors tout d'abord, le PV, bien évidemment, vous le savez j'imagine, est de la responsabilité du secrétaire de l'instance. C'est la chambre criminelle de la Cour de cassation de février 86 qui nous indique que l'établissement du procès-verbal et le contrôle de son contenu sont réservés au seul secrétaire du comité. Le secrétaire est donc le seul habilité, de par la loi, à signer le PV, sauf disposition contraire du règlement intérieur. En effet, vous pouvez décider de prévoir une co-signature par l'employeur, c'est tout à fait possible. Retenez seulement que c'est un usage, c'est une possibilité, c'est en aucun cas une norme législative obligatoire. Donc vous avez, encore une fois, en tant que secrétaire ou élu d'IRP, le choix en la matière. La Cour de cassation, dans sa chambre criminelle du 10 janvier 89, indiquait également que le refus de l'employeur d'une transcription intégrale des informations économiques caractérise un délit d'entrave. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cet arrêt ? Il faut comprendre que l'employeur ne peut pas imposer au secrétaire ou plus largement aux représentants du personnel le format de la retranscription des débats. C'est pas parce que l'information a un caractère économique, a un caractère important, voire stratégique, que l'employeur peut imposer, par exemple, une synthèse très light de ce passage-là. Encore une fois, le secrétaire décide, le secrétaire choisit. Attention, le fait d'opter pour un compte-rendu relativement exhaustif ne veut pas dire que les participants de la réunion n'ont pas le droit de s'exprimer hors procès verbal. Les informations à caractère sensible, qui pourraient être dans la diffusion à l'extérieur, ou en tout cas à l'extérieur de l'instance pourraient être dangereuses, peuvent être prononcées hors PV, bien évidemment, et il appartient au rédacteur du PV de respecter aussi cette demande de confidentialité. Alors, le PV, le procès-verbal de la réunion de CCA ou de CACF ou de CHSCT est un document crucial au contenu duquel il faut accorder une très grande attention, notamment en amont de son approbation. C'est-à-dire qu'une fois que votre projet de PV est rédigé et qu'il va être soumis à l'approbation lors de la séance suivante, veillez bien à ne pas relire que vos interventions. Quand vous modifiez le projet de PV, veillez aussi à relire les interventions de la direction, à vérifier le contenu des modifications qui ont été effectuées. Le procès-verbal, en effet, une fois qu'il va être approuvé, il va prendre plusieurs valeurs. Alors, première valeur, une valeur d'archivage, une valeur informative, c'est-à-dire que votre PV, c'est l'outil qui va vous permettre de consigner les débats, d'acter vos échanges, qui vont traduire la mémoire et l'historique de votre entreprise. Deuxièmement, une valeur politique. Effectivement, dans un PV, on va retrouver très facilement la position, par exemple, d'une organisation syndicale vis-à-vis de telle ou telle mesure de la direction. On va pouvoir y trouver un consensus ou une opposition entre des représentants du personnel, etc. Et dernière valeur, valeur juridique, bien évidemment, les engagements pris par l'employeur dans le procès-verbal, donc en séance, peuvent être invoqués devant la justice. La Cour de cassation, d'ailleurs, dans sa chambre sociale, le 14 juin 1984, nous disait donc que les déclarations de l'employeur consignées dans un PV peuvent constituer un engagement unilatéral de sa part. En pratique, sachez qu'on parle même souvent du PV comme un document qui a une valeur d'enregistrement.